et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'1 heure pour l'autonomie consacré aux solutions de répit. Avant de démarrer, juste un rappel pour le confort de tous. Merci de veiller à vérifier que vos micros soient bien fermés. L'émission ne prévoit pas les échanges en direct compte tenu de son format et du temps imparti. Par contre, vous êtes invités et encouragés à poser vos questions dans la rubrique QR, située juste à côté du visuel message sur Teams. Le chat étant dédié pour vos remarques et réactions tout au long de la présentation. Nous y répondrons dans un second temps via une foire aux questions qui sera transmise à l'ensemble des inscrits avec le support de présentation. Également, pour votre information, cette présentation est enregistrée et publiée sur YouTube. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître sur la vidéo, vous êtes invité à couper votre caméra. Le lien d'accès à la vidéo sur YouTube sera également adressé avec l'ensemble des supports indiqués précédemment. Il permet également à toutes les vidéos de 1 heure pour l'autonomie depuis sa mise en place. Donc, tout cela étant dit, je vous propose de découvrir le sujet du jour pour lequel nous avons le plaisir d'accueillir 3 intervenants pour nous informer de façon complète sur ce dernier qui se révèle à la fois vaste et technique. Madame Nathalie Keber, directrice du pôle Horizon Domicile de l'association Centre Féronvraud, également directrice des plateformes de répit pour personnes âgées de Lille et Roubaix-Tourcoing, mais aussi présidente de la Fédération des plateformes de répit à l'échelle nationale. Monsieur Patrick Guns, directeur de l'ingénierie, de l'innovation et des missions transversales à l'APEI de Roubaix-Tourcoing, également directeur de la plateforme d'accompagnement et de répit pour les aidants des personnes en situation de handicap de l'APEI de Roubaix-Tourcoing. Nous accueillons également Madame Brigitte Léonard, directrice de l'Union départementale des associations familiales du Nord, UDAF. Donc, à l'ordre du jour seront abordés les aspects suivants. Les aidants, qui sont-ils? L'aide à destination des aidants, de quoi parle-t-on? La présentation d'un dispositif innovant, la médiation aidant-aidé, les aides financières mobilisables dans le cadre du répit à la fois pour la personne âgée et en situation de handicap. Donc, avant de laisser la parole à Madame Keber, quelques mots contextuels et introductifs à la notion d'aidant. Donc, pour rappel, les aidants et les solutions de répit étaient quand même dans une démarche politique très attendue, tant sur le plan national que sur le plan départemental. Donc, au niveau national, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées rend officiel la place et le rôle des aidants familiaux. Le plan Alzheimer 2008-2012 instaure la mise en place des plateformes de répit à destination des aidants de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées, MAMA, et on crée sur le département du Nord 8 plateformes d'accompagnement et de répit pour aidants. Le plan maladie neurodégénérative de 2014-2019 également, qui élargit le public des personnes âgées à tous les aidants de personnes âgées de 60 ans, sans limite d'âge pour les maladies neurodégénératives. La loi du 28 décembre 2015 également relative à l'adaptation de la société au vieillissement qui prévoit des mesures de reconnaissance et de soutien des aidants et qui définit également la notion de proche aidant et qui instaure un droit au répit pour les proches aidants bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et via le financement de l'accueil de jour et de l'hébergement temporaire. La loi également du 23 mai 2019 qui réaffirme la reconnaissance des proches aidants et prévoit en particulier de rajouter dans les négociations collectives d'entreprise des éléments concernant la conciliation entre la vie professionnelle et personnelle des proches aidants. Enfin, la deuxième stratégie aidant d'octobre 2023 qui vise à améliorer la situation des aidants avec comme mesure phare l'assurance vieillesse des aidants, AVA, mais également la validation des acquis de l'expérience étendue aux aidants afin de reconnaître leurs compétences, mais aussi l'accès aux bourses qui est amélioré pour les étudiants aidants. On renforce également les rôles des plateformes de répit sur le territoire. À l'échelle départementale, on aura également donc un contexte très intéressant, donc la délibération cadre autonomie des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, donc qui crée les conditions de mise en œuvre de l'accompagnement pour les personnes et leurs aidants. La délibération a accès à un panier de services dédié au répit et à l'aide aux aidants de personnes âgées en perte d'autonomie, qui organise le répit et le soutien aux aidants des personnes âgées. Le programme coordonné de la conférence des financeurs du Nord 2023-2026 qui réaffirme le soutien aux accompagnements
aux actions d'accompagnement, des proches aidants de personnes âgées en perte d'autonomie comme un enjeu important. Et on crée en 2021 donc des plateformes de répit pour personnes en situation de handicap, cofinancées donc par le département et l'Agence régionale de santé. Donc on aura donc 8 plateformes de répit pour personnes âgées et 8 plateformes de répit pour personnes en situation de handicap. Voilà, donc je vais laisser la parole à Madame Keber et Monsieur Gunst qui vont vous définir la notion d'aidant dans un premier temps ainsi que l'aide aux aidants. Bonjour tout le monde, donc Nathalie Keber et Patrick Guns pour le volet handicap des plateformes de répit. Bonjour tout le monde. Alors, les aidants, qui sont-ils? Eh bien, la palisse dirait que pour avoir un aidant, il faut déjà un aidé. Un aidé, c'est une personne qui est en perte d'autonomie liée à l'âge, la maladie ou le handicap. Des définitions autour de l'aidant, nous en avons plusieurs. Celle de l'HAS qui va nous dire que être aidant, c'est accompagner à titre non professionnel, un petit peu, beaucoup, de manière régulière ou pas, quelqu'un qui a perdu son autonomie. On aura une définition du Code de l'action sociale et des familles aussi qui va être un peu plus spécifique. On la retrouvera dans la Charte européenne de l'aidant familial. Mais tout le problème, c'est bien de savoir à partir de quel matin on se lève et on n'est plus seulement le conjoint, le parent ou l'enfant de quelqu'un qui perd son autonomie. Ça dépend de quoi, à partir de quel acte et de pendant combien de temps. Et ça, c'est très, très difficile et c'est sûrement la principale difficulté qu'on rencontre, c'est que la plupart des aidants ne se reconnaissent pas. Et tout au moins pour 54% d'entre eux. Et c'est pas peu dire que ça fait un paquet de monde qui se reconnaît pas comme aidant, puisqu'on estime qu'en France, il y a 11 millions de Français qui, dans leur quotidien, accompagnent une personne âgée ou une personne en situation de handicap. Parmi ces 11 millions, on va retrouver 500 000 jeunes qui mettent potentiellement en péril leur scolarité ou leur vie professionnelle parce qu'ils sont déjà englués dans les danses. Le problème de ne pas se reconnaître comme aidant, c'est qu'un aidant, si c'est pas qu'il est aidant, il n'est ni sensible aux messages de prévention, ni sensible aux aides qu'on pourrait lui proposer. Suis la famille, ouais. Il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro, je me permets. Alors, attendez. Pensez à couper vos micros, s'il vous plaît. Du coup, je reprends. Sur les aidants, dans la situation actuelle, on sait qu'il y a un minimum 1 100 000 malades d'Alzheimer qui ont un aidant à l'heure actuelle. Et aujourd'hui, on a en France 1 million de personnes qui ont plus de 85 ans. Dans 30 ans, on aura 5 millions de personnes qui auront plus de 85 ans. On va quintupler ce chiffre lié au vieillissement démographique, tout à fait mathématique, et on va doubler le nombre de malades d'Alzheimer. C'est dire si le rôle d'aidant, aujourd'hui, il est prégnant, mais demain, il sera vraiment très, très important dans notre société. Déjà, dans le Nord, vous voyez, on évalue à 600 000 aidants quasiment. Donc, il faut vous dire qu'on est tous concernés et on a très peu de chance dans notre quotidien ou dans notre vie professionnelle ou personnelle de ne pas rencontrer d'aidants ou de ne pas être aidant nous-mêmes. Alors, dans les typologies d'aidants qu'on trouve, en tout cas chez la personne âgée, si l'aidé est en couple, dans la majorité des cas, son aidant, ça sera son conjoint. Avec actuellement, mais sur la génération actuelle, on a à peu près 75% d'aidantes. Ce sont souvent des femmes issues de la génération des femmes au foyer qui ont beaucoup de mal à accepter les aides. Les hommes sont un peu plus pragmatiques, mais là, pour l'instant, on est confronté à des personnes qui n'ont pas envie d'être aidées, en tout cas sur le public des personnes âgées. Ça ne sera plus le cas dans 10 ans, puisqu'on va arriver à ce que j'appelle la génération des 68ards, qui, eux, vont plutôt, et ce n'est pas du tout péjoratif, mais qui vont plutôt être dans la revendication de droits. Ce qu'on trouve déjà, je pense, Patrick, sur le public des plateformes. Oui, tout à fait. Donc, en ce qui concerne le public des personnes en situation de handicap, comme vient de le dire Nathalie, il y a en effet une attente de la part des aidants en termes de droits et d'aide et de droits.
notamment la grande majorité des aidants qui interpellent les plateformes des aidants, en tout cas celle de Roubaix-Tourcoing, ce sont des parents et majoritairement des mamans seules ou la mère ou la maman si le couple de parents est encore là. Donc, il y a beaucoup de familles monoparentales qui interpellent donc la plateforme des aidants et qui sont donc dans la typologie des aidants. Sachant que pour les aider, enfants comme adultes, on répond à tout type de handicap, quel que soit le type de handicap, y compris handicap psychique, déficience intellectuelle ou handicap physique, etc. Il y a une spécificité aussi en ce qui concerne les jeunes aidants. Alors, dans le champ du handicap, pour les personnes en situation de handicap, c'est un public un peu particulier, parce que ce sont les frères, les sœurs. Il n'y a pas une expression, il n'y a pas une demande explicite d'avoir un soutien. Par contre, quand on propose des activités, il y a une association au niveau national qui s'appelle JAD qui milite et qui défend la reconnaissance des jeunes aidants. Le fait d'aller vers, de proposer, va favoriser après la manifestation d'une demande. Autour des aidants des personnes âgées, si l'aidé n'est pas en couple, eh bien son aidant, ça sera un enfant dans 83% des cas. Et on parle de la notion d'enfant désigné. Eh bien, vous pouvez avoir une fratrie de 10 enfants, parmi lesquels il y en aura un qui sera aidant, parce qu'il habitera à côté, parce qu'il est dans le métier, parce qu'il a des liens affectifs particuliers avec ses parents, parce qu'il il y a des attentes sociétales autour de ça, ou alors des attentes culturelles, hein, et on retrouve vraiment ça dans les populations issues du Maghreb. Alors, que font les aidants? Eh bien, les aidants, ça va commencer de manière tout à fait insidieuse. On va donner un coup de main pour faire les courses, pour faire un petit peu de ménage, on va aller faire quelques démarches administratives, et puis on va devoir être présent pour sortir, pour faire des conduites, et tout d'un coup, on fera intervenir des professionnels qu'il faudra coordonner. Il faut que le SAD soit passé avant le kiné, et tout ça, ça va demander de plus en plus d'investissement de la part de l'aidant. S'il y a des troubles cognitifs, l'aidant sera de plus en plus présent au domicile pour vérifier que tout se passe bien. Il va soutenir psychologiquement son proche, et il y a beaucoup d'aidants qui vont jusqu'à faire des soins d'hygiène et de confort. Alors, je parle toujours de charges objectives et de charges subjectives. Ce n'est pas parce qu'on voit un aidant qu'ils sont tous en difficulté. Objectivement, il y a des aidants qui font énormément de choses, qui passent quasiment 24 heures sur 24 avec leurs proches et qui vivent les choses correctement, en tout cas qui gèrent la situation. Et parfois, on a des aidants où on a l'impression qu'ils sont moins investis, mais au vu des relations antérieures qu'ils avaient avec leurs proches, ça peut engendrer vraiment un burn-out beaucoup plus rapide. En ce qui concerne donc le public personnes en situation de handicap, le rôle des aidants, on retrouve ces différentes formes, démarches administratives, coordination, soutien psychologique, mais la particularité, souvent, la grande majorité, la première demande est la recherche d'une solution pérenne et satisfaisante pour l'aider. C'est-à-dire que bien souvent, la réponse apportée n'est pas satisfaisante, soit parce qu'elle n'existe pas. On a de nombreuses personnes sans solution, soit les solutions ne sont pas satisfaisantes pour la famille, elles sont un peu par défaut. Et donc, la demande, c'est de dire, on est à la recherche d'une place, on est à la recherche d'une solution en établissement en accueil de jour, on est à la recherche d'une aide à domicile, de répit, d'accueil temporaire. Et à partir de cette demande, d'autres demandes émergent et on peut construire avec les aidants des réponses à destination des aidés et à destination des aidants. Alors, les conséquences sont importantes sur les aidants. Ce n'est pas un hasard si les politiques d'aide aux aidants se développent, parce qu'on a mesuré qu'il y a des conséquences médicales. Un aidant, par définition, pour lui, c'est l'autre qui est malade. Donc, c'est lui, il ne va pas forcément prendre soin de sa propre santé.
On observe une diminution des capacités immunitaires, un épuisement physique avéré. Je vous promets qu'on voit des gens maigrir, hein, on voit des gens épuisés physiquement, avec des troubles du sommeil, ça peut générer des hospitalisations en urgence, voire une surmortalité chez les dents. On a des conséquences psychologiques, hein, entre l'anxiété et la dépression, eh bien, sont quand même beaucoup d'aidants qui sont sous médication, avec un épuisement psychologique. On observe également des conséquences sociales, un isolement. On a beaucoup, le réseau amical s'effondre. On laisse tomber ce qui est le plus rébarbatif, c'est-à-dire les démarches administratives les plus compliquées. Ça a forcément, ou très souvent en tout cas, un impact sur l'activité professionnelle et sur la scolarité, qui peut mener à des entrées en institutions qui sont non désirées. Quel que soit le plan d'aide dont bénéficie le proche aidé, l'aidant assure 80% de l'aide nécessaire au maintien à domicile du proche. Même si un aidé a 3 heures de plan d'appât par jour, et vous savez bien que c'est loin d'être le cas pour tout le monde, hein, s'il y avait un passage matin, midi et soir, il reste quand même 21 heures sur 24 à gérer. Les aidants s'épuisent et il faut en prendre soin. C'est Serge Guérin, le sociologue, qui avait calculé à l'époque, hein, ça doit dater de 2015-2016, il avait calculé que si on payait les aidants au prix d'un service d'aide à domicile, ça coûterait à peu près 164 milliards d'euros par an à la France. Alors vous avez bien compris qu'aucun gouvernement ne mettra cette somme-là, c'est juste pas possible. Donc on peut bien dire que c'est tout notre système de santé, tout ce virage domiciliaire va s'appuyer sur le bénévolat des aidants. Mais encore une fois, hein, heureusement, tous les aidants n'ont pas besoin d'être aidés. Certains vont bien malgré des situations objectives très compliquées. Et paradoxalement à ça, on va voir des aidants qui refusent l'aide extérieure. Pourquoi? Ben parce que déjà, ils ne se sentent pas aidants. Ils sont mariés pour le meilleur et pour le pire. C'est mes parents, c'est à moi de faire. Donc, pourquoi j'irai chercher de l'aide? C'est normal que je fasse ça. Et puis, ils vont refuser de l'aide parce qu'ils vont dire, mais ça va coûter cher, j'ai pas assez d'argent. Et puis, il faudra coordonner tout ce monde qui va venir à la maison. Puis d'ailleurs, je n'ai pas très envie qu'on passe chez moi comme ça et que ma maison soit propre tous les matins pour la toilette et ça va me demander encore plus de travail. Et puis de toute façon, je ne sais pas où c'est. Puis il y a aussi tous les freins psychologiques d'accepter de l'aide. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de demander de l'aide à quelqu'un. Ce n'est pas si simple. Ça veut dire si on demande de l'aide, c'est qu'on ne sait pas faire soi-même. On a un sentiment de culpabilité de ne pas être capable, comme tout à chacun devrait le faire pour s'occuper d'un proche. Ça, c'est notre culture, hein, ça serait à nous de le faire. Donc, et puis, on a peur si on laisse la personne avec un tiers, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va pas être si bien que quand c'est moi qui le fais. Et puis, on verra que mon proche a potentiellement des troubles du comportement, ça va se savoir dans le quartier, ça va peut-être se répéter, je n'ai pas très envie de ça. Ça, ce sont toutes des peurs, hein, de l'aidant. Puis de toute façon, marié pour le meilleur et pour le pire, et j'ai promis qu'il n'irait jamais à l'EHPAD. C'est à moi de faire. Et de toute façon, c'est mon mari qui prenait les décisions. J'ai jamais pris de décision de ma vie. Et donc, c'est très compliqué à mettre en place des aides, à faire confiance et à déléguer. Alors, vous, professionnels, quand vous voyez ces refus, il faut accepter que l'aidant ne soit pas prêt. C'est pas grave. D'abord parce que tout le monde n'a pas besoin d'aide et parce que parfois, il faut laisser le temps de cheminer. Par contre, vous pouvez leur dire que s'ils le souhaitent, vous pouvez transmettre leurs coordonnées et la plateforme de répit va rappeler. C'est beaucoup plus facile de se faire rappeler que de faire la démarche de prendre le téléphone ou de franchir le seuil de la porte. Il faut expliquer qu'il existe des solutions, que le fait d'aller sur une plateforme de répit, c'est l'opportunité de les connaître. Il n'y a pas d'obligation de les utiliser. Et puis, dire aussi que vous vous inquiétez pour eux. C'est, même s'ils ne sont pas prêts, eh bien, qu'on vous voyez qu'ils sont fatigués et que vous vous inquiétez. Alors, des solutions, il y en a plein.
il y a énormément de choses. Le tissu médico-social est très, très dense. Vous allez avoir le clic relais, les relais autonomie, la MDPH, les CCAS, les SAD, les SIAD, les SPASAD, les ESPRAD, les ESAD, l'HAD, le DAC. Vous allez avoir tout ça, c'est financé en CESU, en mandataire, en prestataire, sur fonds propres, grâce au département, avec des dossiers APA, PCH, avec l'aide sociale, l'assurance maladie, les caisses de retraite, les contrats dépendance qui se développent. Mais vous voyez, les aidants qui sont déjà épuisés par un quotidien, eh bien, ils sont perdus. Et tous ces acteurs-là travaillent bien et font le maximum pour travailler de concert. Mais franchement, pour les dents, ils sont noyés dans une jungle de services. Et pour le champ du handicap, pour les personnes en situation de handicap, on fait le même constat. Alors, il y a dans le champ du handicap une culture de travail en réseau, partenariat qui facilite les choses. Mais d'abord, culturellement, la question de la réponse aux aidants n'était pas complètement intégrée, puisque notre mission est d'abord d'apporter une aide à l'aider, là, dans ce cadre-là, donc aux personnes en situation de handicap, même si par exemple, pour des associations de parents, la place des familles et des parents était importante. Et en fait, on a découvert, notamment avec la création des plateformes, tout un certain nombre de possibilités de services, mais on est bien dans un millefeuille, un empilement de propositions sur lequel il est parfois difficile de s'y retrouver. D'abord pour les professionnels, alors pour les familles et pour les parents, je ne vous dis pas, notamment en termes de recherche, d'aide au financement, etc. Et c'est dans ce paysage que l'aide aux aidants s'est développée et qu'aujourd'hui, nous avons des plateformes d'accompagnement et de répit des aidants familiaux. Alors, c'est un nom un peu long qui sont des structures qui émanent du plan Alzheimer en 2012 pour les premières. Elles sont financées par l'ARS et bénéficient dans le conseil d'un soutien financier du conseil départemental du Nord. Et là, on a vraiment beaucoup de chance parce qu'il n'y a pas beaucoup de départements qui soutiennent les plateformes de répit. Dans notre public, on accompagne tous les aidants des personnes de plus de 60 ans en perte d'autonomie, quelle que soit la pathologie. Hein, le public s'est élargi avec les divers plans dont vous a parlé Madame Boukhelifa. On accompagne également tous les aidants de malades Alzheimer et maladies apparentées, Parkinson, sclérose en plaques, là, sans condition d'âge pour l'aider, et toutes les personnes en situation de handicap, quel que soit l'âge ou le handicap. Alors peut-être, je me permets de noter, avec peut-être une précision, donc pour les plateformes personnes en situation de handicap et dans personnes en situation de handicap, en effet, quel que soit l'âge, jusqu'à après une interrogation autour de 60 ans, parce qu'il n'y a plus la barrière d'âge des 60 ans, mais parfois on demande aux plateformes pour personnes âgées de prendre le relais, parce qu'on touche des pathologies qu'on ne connaît pas bien, et les réponses sont plus appropriées. Et le deuxième point sur lequel il y a débat, c'est autour des maladies apparentées pour les enfants ou adolescents, hein. Par exemple, un enfant qui a un cancer, qui va se retrouver en situation de handicap. Au niveau des plateformes, notre culture est dans le champ du handicap assez large, mais autour des maladies, en tout cas, il y a débat, il y a discussion, y compris avec l'ARS notamment, parce que ça va demander des moyens supplémentaires pour pouvoir bien accompagner, parce que là, on va ouvrir un champ très important d'aide aux aidants, mais il y a de la demande, quoi. Oui, il y a de la demande également pour les maladies chroniques, pour la psychiatrie. Il y a encore le champ des possibles dans le développement est juste énorme. Aujourd'hui, de plus en plus de plateformes de répit s'ouvrent, hein. On est 290 en France et on a tous choisi des petits noms qui étaient plus sympas que plateforme d'accompagnement et de répit. Du coup, c'est difficile de nous retrouver. C'est pourquoi on a créé une fédération qui est devenue nationale aujourd'hui et dont le premier objectif a été de créer un site qui s'appelle soutenirlesaidants.fr. Ce site est aujourd'hui national et vous pouvez partout en France noter la commune d'habitation de l'aidant et vous allez retrouver non seulement les coordonnées de la plateforme de répit de proximité, vous allez pouvoir accéder à son offre de services et vous allez pouvoir avoir en ligne gratuitement des MOOC, des formations sur la maladie d'Alzheimer, le Parkinson, la sclérose en plaques, sur les troubles du spectre de l'autisme. Et il y a un autre module qui va être mis en ligne ici en 2024 autour de la santé mentale des aidants.
Donc ça, je vous invite à aller consulter si vous voulez rafraîchir vos connaissances. Il n'y a pas de souci. Là, sur le département du Nord, vous voyez la cartographie de l'emplacement des plateformes de répit. Vous pouvez préciser que les plateformes sont sectorisées. Là, Oui. c'est-à-dire qu'en fonction du financement, nous intervenons sur un territoire. Par exemple, la plateforme donc Roubaix-Tourcoing est sur le territoire ARS Roubaix-Tourcoing. Alors, on essaie de rendre le plus facile possible l'accès à l'information. Alors, ça ne se fait pas partout, mais sur la métropole lilloise, on a réussi à avoir un à se mettre d'accord avec 4 plateformes de répit, les 2 maisons des aidants de Lille et Roubaix-Tourcoing pour les personnes âgées, les papillons blancs de Lille et les papillons blancs de Roubaix-Tourcoing. Ensemble, nous avons mis au point un numéro unique d'appel en premier recours, avec un numéro qu'on peut interpeller toute la semaine, même le samedi et le dimanche, avec des permanences, pour pouvoir répondre aux préoccupations des aidants. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans une plateforme de répit? Eh bien, donc, les aidants sont orientés vers les partenaires, par vous, ou par le bouche à oreille. Quand ils arrivent sur une plateforme, eh bien, ils vont systématiquement bénéficier d'une évaluation, d'un petit diagnostic, et nous, on va chercher à savoir si les difficultés qu'ils rencontrent sont liées à un besoin d'information ou de formation. Est-ce qu'ils ont besoin d'un soutien psychologique? Est-ce qu'ils sont épuisés, ils ont besoin de répit? Ou est-ce qu'ils se sont isolés, ils ont besoin de vie sociale? Après ce diagnostic, on va les orienter vers ce que nous proposons en interne, mais surtout vers tout ce que vous, partenaires, vous proposez aussi sur le territoire et tout ce que les acteurs du territoire proposent. Et c'est pour ça que je vous invite tous à nous communiquer toutes les actions que vous faites à destination des aidants pour que nous, on centralise l'offre et qu'on oriente le plus facilement possible. On va leur demander s'ils sont d'accord pour recevoir un planning d'activité mensuel qu'ils recevront chez eux ou par courrier ou alors par mail. Et ensuite, ils n'ont plus qu'à téléphoner pour s'inscrire aux activités qui seront proposées. Avant, on s'arrêtait là et on s'est aperçu que certaines personnes ne nous contactaient plus. Et du coup, on fait maintenant systématiquement des points téléphoniques. On a un logiciel métier qui nous permet de le faire. Et là, on s'aperçoit que, aussi séduisante que puisse être notre offre de service quand on leur propose, eh bien, quand on rentre à la maison, on repart tête dans le guidon et on oublie qu'il y a de l'aide à côté, on est happé par le quotidien et le fait de les rappeler, eh bien, ça fonctionne bien. C'est souvent là que démarre l'accompagnement. En ce qui concerne les personnes en situation de handicap, donc on a un parcours d'accompagnement proposé assez similaire, assez identique, y compris le fait de rappeler quelques mois après la première rencontre ou les premières propositions, puisqu'un certain nombre de personnes, la première demande va être administrative et ensuite vont plus nous donner de nouvelles, d'aide administrative. La particularité, elle est liée à la demande, c'est-à-dire sur le fait de recherche de solutions temporaires, de répit, d'établissements spécialisés, puisque ça fait partie, comme je l'évoquais tout à l'heure, de cette première demande. Alors, l'offre de service d'une plateforme de répit. Eh bien, je vous ai parlé des 4 grands axes d'offre de service. Si l'aidant a besoin d'informations, il pourra venir nous voir autant de fois qu'il a besoin pour être guidé dans cette jungle médico-sociale et pour recevoir des informations personnalisées. On va aussi lui proposer des mini-conférences sur des thématiques administratives, médicales, juridiques ou des formations collectives sur la maladie d'Alzheimer ou sur le Parkinson, par exemple. Et là, on peut faire intervenir les partenaires qui souhaitent faire une intervention collective auprès des aidants. Si l'aidant s'est isolé, eh bien, on va lui proposer des activités en couple aidant-aidé. Ça sera du chant, de l'atelier cuisine, des goûters rencontres, de l'activité physique adaptée. Une fois par an, à minima, on essaie de leur proposer un séjour de vacances. Si les aidants ont besoin de soutien, on a des équipes de psychologues qui sont formées au counseling, c'est la psychoéducation.
Ils peuvent venir avec le trouble du comportement de leurs proches. La psychologue va leur donner du sens, mais va donner surtout des clés de compréhension et de gestion de ce trouble du comportement, au-delà de soutien psychologique plus classique. Ils sont vraiment spécialisés dans l'aide aux aidants. Les psychologues vont aussi animer du collectif, des séances collectives. Et là, on ne va pas faire des groupes de parole où tout le monde va pleurer ensemble parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais par contre, on va faire des temps d'information et on va s'enrichir de stratégies pour améliorer le quotidien. On a aussi un groupe qui est réservé aux aidants dont le proche envisage d'aller à l'EHPAD ou est déjà à l'EHPAD. Si les aidants ont besoin de répit, eh bien là, on a tout un panel de solutions de répit sur lesquelles je vais revenir. Ouais. Pareil, on a une offre de services similaire, identique dans le champ du handicap. On retrouve les mêmes missions, les mêmes offres, avec des particularités. Par exemple, mais on y reviendra par la suite, sur l'accompagnement à trouver des séjours de vacances adaptés, la mise en place d'aides et de soutien sur des centres de loisirs adaptés pour certaines situations. On y reviendra à une slide par la suite. Alors, les solutions de répit, eh bien, pourquoi l'aidant a-t-il besoin de prendre du répit? Parce que, très sincèrement, moi, je ne connais pas d'autres fonctions pour lesquelles on travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an, pendant plusieurs années. Hein, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de RTT, il n'y a pas de congé. Donc, moi, même si on aime tout plein son proche, je pense que souffler, c'est important pour pouvoir continuer son rôle le plus longtemps possible sans s'épuiser. Donc, éviter l'épuisement, s'autoriser du temps pour soi, reprendre de l'énergie pour continuer d'accompagner. Il faut absolument réduire le stress et l'anxiété et également retarder ce qui va retarder l'entrée en institution. On propose dans les plateformes de répit d'être ce guichet solution de répit, puisque vous allez voir qu'il existe, la boîte à outils commence à s'étoffer et l'idée, c'est de trouver au même endroit toutes les solutions possibles. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des solutions au sein de la plateforme. Hein. On a des activités bien-être qui bénéficient d'ailleurs du soutien du département. Suivant les plateformes de répit, on trouvera des choses différentes, hein, mais ça va de la sophrologie au qigong, ça peut être de la méditation, ça peut être de la socio-esthétique, de l'art-thérapie. On va trouver des solutions de répit en établissement. On va pouvoir orienter les aidants vers les accueils de jour, les accueils temporaires, les séjours de vacances. On a aussi la possibilité, mais là, en tout cas sur la métropole lilloise, c'est un petit peu moins fréquent, mais de pouvoir orienter vers des accueils de jour et l'accueil temporaire chez des accueillants familiaux. Et on a aussi du répit à domicile. Dans les plateformes de répit, nous avons des relayeurs qui peuvent amorcer les solutions de répit. Et il existe également d'autres solutions de répit, comme Bulder, comme les SAD, comme d'autres services de relayage. En ce qui concerne le relayage au sein des plateformes de répit, pour les plateformes PA notamment, hein, on va retrouver des assistantes de soins en gérontologie, des AMP, des AES, hein, ou pour les publics PH, on va retrouver des moniteurs éducateurs. Là, je vous invite à aller vérifier auprès de la plateforme de répit de proximité. Nos prestations ne sont pas encore harmonisées, mais les aidants peuvent demander du répit de 2 heures minimum sur certaines plateformes jusqu'à 10 heures maximum consécutives. L'aidant peut parfois rester à domicile pour se reposer. Certaines plateformes le proposent gracieusement, d'autres peuvent aller jusqu'à 4 € en journée et 6 € la nuit et le week-end. Certaines demandent des frais de déplacement, d'autres pas. On a un petit travail à faire peut-être d'harmonisation encore, mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup de vous intéresser et de vous renseigner auprès de la plateforme de proximité. Et pour le public, donc personnes en situation de handicap, le relayage est a priori moins demandé. Alors après, nous on part de notre expérience de la plateforme de Roubaix-Tourcoing.
On a des demandes très ponctuelles, on a des demandes sur des années des soutiens pour une formation, un rendez-vous, sur des temps avant ou après le fait d'aller en établissement médico-social. Par contre, on a une forte demande sur les périodes de vacances, aux périodes de fermeture des ESMS, pour les vacances en Belgique, pour les personnes en situation de handicap qui sont dans des établissements belges ou en accueil de jour en Belgique, et les fermetures posent des problèmes aux parents, aux aidants. Et donc, dans ces cas-là, alors là, c'est pareil, hein, les pratiques ne sont pas toutes les mêmes en plateforme, mais donc, je vais parler de celle de Roubaix Tourcoing. On a développé une offre de service comme la mise en place d'un soin de nos loisirs adapté pendant la période du mois d'août. Cette année, c'est 45 enfants et adolescents qui vont bénéficier d'accueil entre une semaine et 15 jours. Et pour rien vous cacher, en 48 heures, on avait les 45 à 50 demandes. Donc ça va très vite. La recherche d'aide et de solutions, d'organismes de vacances adaptés, d'aide au financement. On organise tous les ans un forum des vacances sur le territoire de Roubaix-Tourcoing, mais pour la métropole lilloise, avec tous les organismes de vacances adaptés. Et puis on peut aller jusqu'à des soutiens dans le cadre des centres loisirs des communes du territoire, aller même jusqu'à un financement d'un poste qui va permettre et garantir l'accueil dans un centre de loisirs, dans un centre social pendant les périodes de fermeture, notamment des ESMS. On a une expérience avec la ville de Tourcoing et le centre social Belle Rencontre à Tourcoing. Alors, comment ça se passe le relayage avec les plateformes, hein? L'infirmière coordinatrice de la plateforme se rend au domicile pour une visite pré-relais, au cours de laquelle elle va recueillir des éléments administratifs et médicaux, mais surtout les habitudes de vie de l'aidé pour que la relayeuse se fonde comme un caméléon dans son quotidien sans déranger aucune habitude. On programme le relais se passe et l'aidant reçoit à la fin du mois un journal d'accompagnement qui lui décrit ce qui s'est passé en son absence et s'il y a lieu de lui quelques petits conseils d'accompagnement avec son proche. Pour les personnes en situation de handicap, pour les aidants, comme je l'évoquais, donc il y a moins de demandes, le fonctionnement est différent, et la première rencontre n'est pas faite, nous n'avons pas de l'infirmière diplômée d'État dans l'équipe, et ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'évaluer l'enfant à domicile et les habitudes de vie, et c'était donc notre lieuse qui est de formation AES, fait une première rencontre et prend les premières habitudes de vie. Voilà. Alors, je vous propose de poursuivre avec les autres structures qui proposent également des solutions de répit. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en complément des plateformes de répit, donc vous avez d'autres associations qui œuvrent en faveur des aidants, à la fois sur le public personnes âgées, public personnes en situation de handicap, donc France Alzheimer, France Parkinson, l'Association française des aidants, le collectif Je t'aide, l'association APF France Handicap, mais également des acteurs institutionnels, des CLIC, des CCAS, des fondations. Et on retrouve en fait dans ces structures en fait différentes thématiques qui peuvent être prises en charge financièrement, donc la formation d'aidants, de professionnels, des séjours de vacances répit, des solutions de répit, du soutien psychologique, voilà, donc tout un panel donc d'offres de services à destination des aidants. Donc, en complément de ces différents acteurs, on a jugé aussi intéressant de vous mettre quelques services donc à l'échelle nationale qui peuvent vous aider au quotidien. Donc, le 3646, donc le service social de l'assurance maladie, donc qui accompagne les personnes dans le rôle d'aidant. Le numéro d'Avec nos proches, donc pour les aidants, donc tous les jours de 8h à 22h. L'Association nationale des jeunes aidants Ensemble, hein, également donc le site soutenirlesaidants.fr, donc comme vous l'a précisé Madame Keber tout à l'heure, et aussi un site dédié aux aidants, Ma Boussole Aidant, qui vous permet de retrouver un panel de services et également tous les acteurs autour de l'aidance. Particulièrement dans le champ du handicap, il y aura un numéro spécial, donc le 0800 360 360, qui est un numéro d'appel national des communautés 360, donc ouvert donc jusqu'à 18h tous les jours pour les aidants de personnes en situation de handicap.
Voilà, donc je vous propose de passer à un dispositif innovant, donc qui est la médiation aidant-aidé. Et pour ce faire, je vais laisser la parole donc à Madame Brigitte Léonard, qui va vous faire un point sur cette solution. Oui, bonjour. Donc, Brigitte Léonard, directrice de la plateforme, enfin de l'UDAF du Nord. Et je viens vous présenter plus particulièrement dans cette boîte à outils la médiation aidant-aidé. Alors, tout d'abord, la médiation aidant-aidé, il est important de savoir que ça s'inscrit dans les dispositifs de médiation familiale qui sont déjà existants et dont les prestations sont prises en charge, en tout cas financées pour une part par la CAF. À partir d'un référentiel, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Alors, la médiation aidant-aidé, elle intervient sur un constat qui est assez important et qui a fait l'objet d'une enquête par le CREDOC et qui vient souligner que 42% des aidants rencontrent une situation conflictuelle. Alors, tout à l'heure, Nathalie a donné quelques chiffres. J'ai fait rapidement le calcul. Si on se base sur 600 000 aidants sur le département du Nord, il y a donc 252 000 familles qui sont confrontées à une situation conflictuelle au moment de l'apparition de la perte d'autonomie ou quand ils sont confrontés à la situation de handicap. Ce qui est important de prendre en considération, c'est que la famille a besoin d'un espace probablement de dialogue pour essayer de renouer le dialogue et éviter la difficulté et de rentrer finalement dans une forme d'épuisement psychologique. Alors, la médiation aidant-aidé, qu'est-ce que c'est? C'est une médiation donc familiale, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vise vraiment à répondre aux besoins des familles qui vivent cette situation conflictuelle en raison de l'apparition de la perte d'autonomie et de la dépendance. Et elle va permettre, cette médiation, d'amener un espace de dialogue pour chercher à apaiser les tensions et faire émerger avec les membres de la famille des solutions adaptées. Alors, ce dispositif, actuellement, s'inscrit dans une forme d'expérimentation qui vient finalement renforcer des moyens financiers, tenant compte du fait que l'évolution démographique nous pousse effectivement à quintupler les chiffres, comme l'a dit tout à l'heure Nathalie, et donc des besoins exponentiels, et puis que la résolution finalement de problématiques de type conflictuel viendront soulager de fait l'aidant et sa famille par la suite, dans notamment l'acceptation des solutions, puisqu'on va trouver aussi en amont, dans ces phases conflictuelles, possiblement du renoncement aux soins, ou en tout cas des difficultés pour y accéder. Alors, aujourd'hui, quelques éléments de diagnostic. Je vous disais, cette enquête CREDOC qui vient souligner que 42% des aidants vivent une situation conflictuelle, et beaucoup de Français qui jugent qu'ils sont mal informés. Tout à l'heure, on parlait du millefeuille de solutions. La médiation aidant-aidé et la médiation familiale sont des dispositifs qui sont peu connus finalement et peu accessibles. Et pour autant, ils peuvent être actionnés et grâce à cette expérimentation, finalement, on sait aujourd'hui que ça apporte vraiment du soulagement dans la prise en charge, dans la prise en charge ou l'accompagnement des familles. Et donc, c'est vraiment un service qui va répondre à une demande qui n'est pas pourvue aujourd'hui, hein. La médiation, ce n'est pas le rôle du psychologue, c'est vraiment un professionnel qui vient en appui de manière neutre et qui vient remettre du lien et faire s'exprimer la problématique de la famille. Alors, comme c'est une expérimentation, on a un petit peu de recul. On sait dire aujourd'hui que 2 tiers des personnes aidées ont plus de 70 ans. C'est vraiment très en cohérence avec les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure et les quelques statistiques. 52% ont entre 70 et 90 ans. Ce sont des femmes majoritairement. Et pour plus de la moitié, ça concerne la dépendance liée à l'âge. Les personnes en situation de handicap, ou en tout cas le handicap, fait partie aussi des types de personnes que l'on peut accompagner, enfin des problématiques que l'on peut accompagner au travers de cette médiation, mais elle est proportionnellement moins importante aujourd'hui. Alors,
pourquoi on peut faire appel à la médiation? Qu'est-ce qui fait que la situation est conflictuelle? Alors, on a donc du coup un peu de recul sur ces statistiques et on sait dire que la plupart des problématiques, elles sont d'abord liées à l'organisation du maintien à domicile de la personne âgée et en situation de handicap. Et c'est vraiment l'interaction dans la famille qui va être problématique pour pouvoir organiser cela. Le répit de l'aidant fait partie aussi, vous voyez, en deuxième position, des problématiques qui remontent, les cohabitations conflictuelles et les mesures de protection qui arrivent en quatrième position. Alors, dans ce graphique, vous retrouvez toutes les raisons qui font qu'à un moment donné, une situation peut devenir un peu conflictuelle et le travail, enfin, l'articulation avec la fratrie en fait bien évidemment partie. Alors la médiation aidant-aidé, elle apporte elle permet de renouer des liens familiaux et les professionnels en disent beaucoup de bien. Ils disent que ce dispositif permet de travailler sur une communication face à des situations de tension, de blocage, voire de rupture familiale et qu'à travers cette remise en lien, l'objectif final, c'est vraiment de prévenir des situations de rupture familiale. Tout ce qui va permettre de renforcer le dialogue, la compréhension, la reconnaissance. Tout à l'heure, on parlait de se reconnaître aidant, mais être reconnu par les membres de sa famille comme aidant et dans cette nouvelle place qui est confiée, c'est vraiment finalement des éléments de tension qu'il faut lever et la médiation peut y contribuer pour faciliter l'accompagnement au long cours. Les personnes elles-mêmes ont pu également témoigner hein, à travers l'expérimentation que nous menons, qu'elle soit à l'initiative ou non de la démarche, parce que ça peut être le professionnel qui invite la famille à prendre appui de la médiation familiale et plus particulièrement la médiation aidant-aidé, mais ça peut être aussi une demande qui vient de la personne elle-même ou d'un membre de la fratrie. Les médiateurs sont là pour convaincre, aller chercher lors d'entretiens préliminaires l'ensemble des parties prenantes hein, d'une situation conflictuelle pour amener chacun un petit peu à la fois à cette médiation. Et donc, les bénéficiaires ont pu exprimer un peu d'appréhension à rentrer dans une médiation en se disant « oui, mais peut-être que ça va ne faire qu'attiser ». Donc, ils ont pu exprimer la crainte d'aggraver encore des tensions familiales plutôt que de les apaiser, mais globalement ont été finalement satisfaits. Je vous ai mis quelques témoignages qui viennent indiquer que finalement, ils ont trouvé que c'était plutôt chouette de trouver quelqu'un de neutre qui vient finalement mettre des mots et faciliter finalement ce dialogue qui parfois est un dialogue de sourds ou en tout cas, on n'a plus la patience de parler ou d'exprimer les choses. Alors voilà, c'était le point de vue du professionnel qui peut orienter vers la médiation et le point de vue du bénéficiaire qui en tire finalement des bénéfices. Alors la médiation, elle permet une parole libre, elle apporte de l'apaisement dans les situations de tension. C'est un cadre neutre qui rend possible l'échange et ça, c'est vraiment, ça n'a pas de prix parce que ça permet vraiment de poser les choses simplement et elle va contribuer à une meilleure connaissance du vécu de chacun et parfois la reconnaissance du rôle de l'aidant. Et donc tout ça va dans le même sens finalement que des objectifs de la plateforme de répit. Ça vient finalement être, enfin, c'est dans la boîte à outils un élément supplémentaire pour aider à cet accompagnement. Alors, ces prestations, alors comment ça se déroule? Initialement, voilà, on couvre, enfin sur l'expérimentation, en tout cas qu'on mène sur le département du Nord et qu'on a commencé cette année, on couvre l'ensemble du département. Alors c'est une coordination entre l'UDAF et la GSS de l'UDAF, qui est un service de médiation qui est assez étendu sur le département du Nord. Vous voyez ici une carte qui montre l'étendue de l'accès possible à des médiateurs sur l'ensemble du territoire. Donc, vous pourrez, à partir d'un QR code, repérer qui intervient sur quel lieu. Il suffira d'appuyer sur la petite étoile jaune, je pense, pour pouvoir trouver ça.
Alors, le médiateur prend rendez-vous avec le bénéficiaire. Il va également contacter l'ensemble des parties prenantes. Tout ça, ce sont des entretiens qui sont totalement gratuits. Son rôle au médiateur, c'est vraiment de trouver les arguments pour faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes puissent se voir à un moment donné. La médiation commence quand toutes les parties sont autour de la table. Tout ce qui se déroule avant, ce sont des entretiens, ça peut être des entretiens en visio, des entretiens en présentiel, des entretiens téléphoniques, tout ça. C'est une démarche qui est complètement gratuite pour le bénéficiaire dans le cadre de l'accompagnement. La médiation familiale en elle-même, la médiation aidant aidé, là pour le coup, elle a un coût. C'est une prestation qui peut être soutenue et financée par la CAF. Il y a un reste à charge, mais qui est très variable en fonction des ressources. Et à titre d'exemple, quelqu'un qui est bénéficiaire de minima sociaux ne paiera que 2 € la séance. C'est vous dire qu'il y a quand même une certaine accessibilité et que toutes les parties autour de la table contribuent à hauteur de leurs ressources. Donc, il y a une certaine forme d'équité. Le coût de la prise en charge de la médiation n'est pas un frein en soi. On pourrait penser que le fait de payer quelque chose, c'est un frein. Les médiateurs sont assez aguerris sur la présentation de cet ensemble. En tous les cas, c'est une prestation qui a un coût très, très raisonné et qui fait l'objet d'un référentiel CNAF où les barèmes sont bien indiqués. Donc, je rappelle, premier entretien qui sont complètement gratuits et dans le cadre de la médiation aidant aidé, ils sont assez nombreux parce qu'il y a quand même énormément souvent de parties prenantes autour de la table à réunir pour essayer de faire avancer la répartition des tâches ou en tout cas l'aspect conflictuel qui est émergent. Ça permet de faire le point avec la personne concernée de sa situation et des perspectives possibles. Alors, les médiateurs ne sont pas des magiciens, ils ne vont pas trouver une solution qui va forcément répondre à tout, mais ils vont parfois juste remettre du dialogue là où il y a besoin. Et parfois, les entretiens suffisent à déclencher des prises de conscience et des dialogues renouvelés et ça ne va pas jusqu'à la médiation. Ça arrive aussi, ça fait partie finalement de cette expérimentation qui est soutenue, je dois le dire quand même, par la CNSA et qui fait l'objet d'un partenariat plus global au niveau de l'ensemble de la France, puisque pour ce qui nous concerne, c'est avec l'UNAF que l'on travaille. Et il y a 33 départements qui sont actuellement impliqués dans cette expérimentation. L'objectif, clairement, c'est de renforcer l'offre de services et l'accompagnement de cette offre pour permettre aux aidants et aux aidés de trouver des solutions. Et la médiation aidant aidé, alors c'est une petite goutte dans cet océan peut-être de services, mais il faut vraiment l'entendre comme quelque chose qu'il faut actionner dès le démarrage finalement, dès la perception des conflits potentiels, parce que ça va aider, apaiser la situation et renforcer finalement ce besoin de soutien, parce que du soutien, il y en aura besoin sur d'autres aspects, et il n'y a pas besoin en plus d'avoir des aspects conflictuels à gérer. Donc si on peut lever quelques éléments de cette nature dès le démarrage ou en tout cas au cours du processus, eh bien n'hésitez pas. Donc voilà pour la présentation de la médiation aidant aidé qui n'est somme toute qu'un petit morceau de l'ensemble des solutions de répit. Donc, merci Madame Léonard. Donc, on va passer à une partie qui, je pense, va vous intéresser. Donc, enfin, tout le reste vous intéresse également, mais peut-être un peu plus. Donc, les aides financières, en fait, mobilisables du département dans le cadre du répit. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des dispositifs qui peuvent être actionnés dans le cadre de l'APA. Donc, grâce à la délibération du 30 novembre 2018 pris par le département du Nord, qui permet donc un accès à un panier de services dédié au répit et à l'aide aux aidants de personnes âgées en perte d'autonomie. Donc, on peut mettre en place en fait un panel de services donc à destination des aidants. Donc, c'est une liste de solutions de répit que le département met en œuvre pour les personnes âgées. Donc, le principe général de la prise en charge, il est le suivant. Donc, on a un déclenchement de l'instruction à réception de la demande écrite du bénéficiaire et ou de son aidant.
et le département finance sur production des factures. Donc, déduction faite du taux de participation du bénéficiaire APA. Les solutions de répit doivent être autorisées par le département et le remboursement se fait conformément au tarif du département. Donc, pour ça, donc, on doit identifier donc, qui est l'aidant. Donc, lors de la visite à domicile faite par les équipes médico-sociales, donc, on détermine donc l'aidant indispensable. Donc, qui est l'aidant indispensable? Donc, c'est la personne qui assure une présence régulière et fréquente, qui accomplit des actes de la vie quotidienne, qui entretient avec la personne aidée des liens étroits et stables, et un professionnel du département, donc l'équipe médico-sociale, identifier donc cette personne comme potentiellement être aidant donc de la personne aidée. Donc, 2 aides sont mobilisables, donc un module répit et un module relais. Donc, le module répit, donc, qui est une aide au répit dans la limite d'un plafond annuel de 548,54 € pour permettre de faire prendre en charge son proche si on s'absente, et un module relais, donc pour prendre en charge son proche si on est hospitalisé dans la limite d'un module de 1089,81 € à chaque hospitalisation. Ce qu'il faut savoir également, c'est que en fait, ces solutions de répit en fait, peuvent être attribuées donc soit à domicile ou en établissement. Donc à domicile, ça peut être, pour l'intervention d'un SAD, donc en mandataire, en prestataire ou en emploi direct. Donc les tarifs, sont indiqués sur le support, mais aussi dans le cadre de la garde itinérante pour une intervention ponctuelle en urgence et non prévisible, avec un taux de prise en charge à 10,50 € par intervention, et la mise en place également d'un dispositif de relayage pour une intervention à domicile supérieure à 24 heures. Donc, on est dans le cadre du relayage, toujours dans le cadre d'une expérimentation jusqu'au 31 décembre 2024. En établissement, donc également plusieurs types de prise en charge possibles. Donc à l'extérieur du domicile, pardon, donc de l'accueil de jour avec un taux de prise en charge à 41 €, de l'accueil de jour en famille d'accueil avec un taux de prise en charge à 35 € par jour, de l'accueil temporaire en établissement avec un taux de prise en charge à 31 € par jour, et également de l'accueil temporaire en famille d'accueil avec un taux de prise en charge à 47 € par jour. Donc là, on va passer donc aux personnes en situation de handicap, et je vais laisser donc mon collègue, donc monsieur Guns, nous présenter ça. Oui, donc en ce qui concerne la PCH est une aide conçue pour pallier la perte d'autonomie du handicap dans les sphères de la vie quotidienne et sociale. Donc, elle permet de compenser les frais liés au handicap. La demande de PCH est à déposer à la MDPH, et les besoins sont évalués dans un plan personnalisé, donc élaboré par l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation de la MDPH en tenant compte du projet de vie de la personne. Donc c'est une aide personnalisée, modulable en fonction des besoins. Il y a des modalités à savoir, par exemple, la PCH n'est pas récupérable sauf en cas de versement indu. L'attribution ne dépend pas de l'obligation alimentaire. La PCH ne peut pas être utilisée pour financer de l'hébergement en établissement, ni des tâches ménagères courantes, même si avec la nouvelle PCH, handicap psychique, déficience intellectuelle, il peut y avoir des soutiens dans ce cadre-là. Et elle est destinée, et c'est ce qui est l'essentiel de la PCH, à couvrir uniquement les surcoûts directement liés au handicap. C'est-à-dire, elle vient compenser ce qui est évalué en surcoût lié à la situation de handicap, par exemple un aménagement de logement, de véhicule, le recours à une tierce personne aussi, ou par exemple pour des vacances. Si une famille part en vacances avec un enfant en situation de handicap, il peut y avoir un surcoût lié au handicap de l'enfant, et dans ce cas-là, la PCH peut venir compenser tout ou une partie du surcoût du handicap. Il y a donc des conditions donc au niveau des d'âge et un certain nombre de conditions à prendre en compte. Donc, en termes d'âge, il faut que la reconnaissance de la situation de handicap soit faite avant 60 ans. En fait, il n'y a plus de limite d'âge après 60 ans pour avoir la PCH, à condition que la situation de handicap ait été reconnue par la MDPH avant 60 ans.
puisque après 60 ans, y compris les situations de handicap repérées, c'est l'APA qui intervient. La PCH est possible pour le PCH enfant, hein, c'est tout à fait possible, il y a un certain nombre de conditions. Il n'y a pas la PCH est attribuée sans condition de ressources. Hein, donc voilà, et en termes de nationalité, il faut être de nationalité française ou résider en France. Et pour les ressortissants étrangers, résidant en France, il faut détenir une carte de résident ou un titre de séjour valide. Voilà, donc là, vous avez les différentes prestations. Je vais passer vite et avec toutes les aides possibles. On vous retrouvez ça sur le diaporama. Alors, du coup, je reprends également la main sur les autres aides financières qui peuvent être mobilisées dans le cadre des aidants. Donc, il y a plusieurs organismes hein, qui peuvent intervenir, hein, les caisses d'allocation familiale, le centre communal d'action sociale de votre commune, des caisses de retraite, des caisses complémentaires, les mutuelles, les complémentaires santé, les banques, les mutuelles, mais aussi des produits de l'assurance dépendance. Donc, en fait, je dirais une multitude d'acteurs, en fait, se sont emparés un peu des modalités de prise en charge en fait de l'aidance aujourd'hui. Voilà, donc ce diaporama donc touche à sa fin et pour conclure, je vais laisser la parole donc à Madame Keber et à Monsieur Gunst hein, qui vont clôturer donc cette présentation. Oui, alors dans les perspectives à venir, vous l'aurez compris, l'aide aux aidants, c'est un enjeu majeur, un enjeu sociétal pour le virage domiciliaire qu'on nous annonce dans le cadre du vieillissement démographique. L'idée là et l'urgence, j'ai envie de dire, c'est qu'on bénéficie d'une communication nationale où tout à chacun pourrait se reconnaître comme aidant. Et le fait de se reconnaître comme aidant, c'est bien de pouvoir accéder aux services et à toutes les aides que tous les professionnels mettent en œuvre. L'idée, alors pour un petit scoop, hein, vous allez entendre fin septembre et début octobre sur tous les France Bleu de France la promotion des plateformes de répit pour la première fois. Hein, donc ça va nous donner un coup de main pour aider cette communication nationale. Autre axe à travailler, et ça c'est l'affaire de tous, autour de nous, dans notre sphère privée, dans notre sphère professionnelle, dans notre sphère familiale, c'est de repérer précocement les aidants et les orienter le plus rapidement possible vers les plateformes de répit. Nous, on voit beaucoup d'aidants qui arrivent en fin de parcours. On a une durée d'accompagnement de 3 ans, ça veut dire que c'est vraiment pas beaucoup et c'est souvent avant le décès du proche. On aurait pu faire beaucoup avant le décès, en amont. On aurait pu agir en prévention, on aurait pu s'économiser physiquement et psychologiquement. Ça, c'est vraiment important, l'idée que chacun d'entre nous prenne conscience de repérer et d'orienter le plus vite possible. La lisibilité des parcours, eh bien, sur les territoires, n'hésitez pas à signaler ce que vous faites, à signaler ce qui manque aussi sur les territoires pour qu'on puisse ensemble se coordonner, mutualiser ou coopérer pour que le parcours d'accompagnement soit le plus simple possible pour les aidants. Il faut bien se dire qu'on a affaire à des gens épuisés, il faut les aider à accéder vraiment aux aides qui leur sont dédiées. Et puis, n'oubliez pas la médiation familiale, hein, pour anticiper les conflits. Il n'est pas rare que ces conflits soient, et on le sait, nous, c'est un facteur majeur d'épuisement des aidants, parce qu'on aura des stratégies différentes sur le maintien à domicile, sur l'entrée en établissement, sur les comptes qu'on a réglés en famille, sur les problèmes, tout ce qui n'a pas été réglé avant, eh bien, va venir en exergue et va compliquer la situation. Et puis, on a encore, voilà, on démarre, hein, toutes les plateformes de répit ont une offre de services qui a encore besoin d'être renforcée. Des services, si vous avez des projets pour les aidants, n'hésitez pas. Il y a en aucune manière, il n'y a que les plateformes de répit qui peuvent faire des actions pour les aidants. C'est bien tous ensemble qu'on va y arriver. Le tout, c'est de donner de la visibilité, de la lisibilité sur les parcours, sur les propositions et que ce soit cohérent sur les territoires. Tout ça pour gérer et éviter de gérer surtout toutes les situations d'urgence qui seront là pour le coup vraiment très compliquées.
Voilà, je vous remercie pour votre attention et je rends la parole à, pas si tu voulais. Peut-être, non, juste dans le champ du handicap, rajouter que dans les réponses qu'on apporte, il nous faut impérativement avoir un panel de réponses, puisque la réponse domiciliaire, qui est tout à fait, qu'on peut retrouver dans le champ du handicap, n'est pas suffisante. C'est-à-dire que réellement, la demande d'aidants, c'est aussi d'avoir vraiment des lieux de répit, des solutions, même pérennes, en établissement et services. Ça n'est pas, contradictoire avec je dirais, un discours politique sur la désinstitutionnalisation, parce il faut de la modulation de réponses. Mais dans le champ du handicap, c'est vraiment ce panel de réponses, ce panel de solutions. Et sur les situations d'urgence, on se rend compte aussi, et là c'est toute la transversalité entre les deux secteurs, le fait on est sollicité par des familles où les parents sont vieillissants, et il y a une personne en situation de handicap, parfois vieillissante aussi, et on se retrouve avec des situations d'urgence confrontées aux deux situations en même temps. D'où tout l'intérêt de travailler entre les deux secteurs, secteur de personnes âgées, secteur des personnes en situation de handicap. Voilà, je voulais juste compléter ça. Bah, merci, Patrick. merci Patrick. Et voilà, donc on va clore cette 1 heure pour l'autonomie. Je tenais à vous remercier pour votre attention, mais également remercier Madame Keber, Monsieur Gunst et Madame Léonard pour leur intervention, leur mobilisation et leur implication sur le sujet, mais également d'autres acteurs qui ont participé à l'élaboration de ce support, Madame Chanceret et Madame De Wilde, entre autres. Voilà, donc on se retrouve le mois prochain pour un prochain heure pour l'autonomie, avec comme sujet les addictions chez les personnes âgées et personnes en situation de handicap au mois de juin prochain. Voilà, donc le support vous sera transmis et vous trouverez un glossaire reprenant tous les sigles qu'on a pu utiliser qui vous aideront à la bonne compréhension du support, mais également toutes les coordonnées des plateformes de répit, à la fois sur le public personne âgée, mais aussi sur le public personne en situation de handicap. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous, au revoir. Merci.